Bienvenue à Samedi de lire. Cette semaine à l'émission, je reçois l'auteur de J'adore New York et J'adore Paris, Isabelle Laflèche. Bonjour Isabelle, ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Et j'aimerais ça qu'on parle de toi pour te présenter un peu aux auditeurs. Alors, tu as travaillé pendant plusieurs années dans le domaine du droit comme avocate. Oui, c'est ça. Tu as travaillé à New York, Toronto, Montréal. Oui, j'ai pratiqué pendant plus de 10 ans. J'ai commencé ma carrière à Toronto. Et puis ensuite, j'ai eu une offre. Après 5 ans, j'ai eu une offre extraordinaire qui s'est présentée à moi pour aller à New York. Alors évidemment, j'ai sauté sur l'occasion. Et puis, c'était 5 ans qui a passé très, très rapidement, mais qui était très palpitant. J'ai profité de la ville au fond, à fond. J'ai travaillé fort, mais je sortais, j'ai profité des activités culturelles. C'est une ville extraordinaire. Tu faisais quoi à New York? Je travaillais comme avocate dans le domaine corporatif. Je représentais des clients américains qui voulaient faire du travail au Canada, s'installer, faire des opérations corporatives ou vendre des actions aux Canadiens. Alors, c'était le meilleur des deux mondes. J'avais le pied dans le Canada, mais en même temps, j'étais dans une des plus belles villes, plus palpitantes villes du monde. Alors, c'était très agréable. Et tu as rencontré une voyante qui a changé ta vie? Oui, après 5 ans, j'étais un peu fatiguée. J'avais travaillé super fort pendant 10 ans. Je travaillais des longues heures et tout ça. Puis, je commençais à trouver qu'il y avait un côté de moi qui n'était pas exploité. J'avais des remises en question. Et puis, je me disais que peut-être que je devrais rentrer à Montréal, prendre des cours, mais je savais pas quoi faire, où aller avec tout ça. Et il y a une dame qui m'a effectivement arrêtée dans la rue pour me dire que je perdais mon temps à pratiquer le droit, que je devais plutôt me concentrer sur un domaine plus artistique. Et elle m'a dit que je devais écrire un livre et que le livre serait publié partout dans le monde. Alors, je suis un peu tombée en bas de ma chaise. Je m'attendais pas à ça. Mais au fond, je savais que j'avais un côté artistique. Ça, je le savais. Et puis, elle a réveillé quelque chose en moi. Elle l'a confirmé. Et puis, dans l'espace de 8 mois, j'ai donné ma démission. Je suis rentrée à Montréal. Et puis, je me suis inscrite à des cours d'écriture le soir pour voir s'il y avait justement quelque chose derrière ce qu'elle m'avait dit. Et j'ai eu des bons commentaires des gens dans ma classe, mon professeur, les autres étudiants. Et donc, je me suis dit, bon, OK, je vais aller voir si elle avait raison, cette voyante. Puis j'ai commencé à écrire J'adore New York. Et ça a pris combien de temps à écrire le roman? Ça a pris 9 mois, donc comme une grossesse. Et puis après ça, je l'ai montré à des gens qui sont dans le domaine, je l'ai montré à des amis. Et mes amis, surtout mes amis avocates, ont dit « Ah oui, wow, ça a du potentiel. » Le petit côté sarcastique qui critique le milieu. Ils ont trouvé ça marrant. Et puis, je suis allée à des conférences. Je me suis inscrite à une conférence à Cape Cod qui spécialisait... C'était pour les avocats qui voulaient publier des romans. Et c'était assez drôle parce que la plupart des gens là-dedans, c'était des John Grisham en herbe. Ils avaient tous écrit un suspense un petit peu à la John Grisham. Moi, j'avais quelque chose de complètement différent. Mais je me suis fait des contacts. J'ai rencontré des agents qui m'ont lu, qui m'ont donné encore du feedback. Alors, tout ça a été très précieux pour moi. Est-ce que ça a pris du temps avant que le livre soit publié? Oui, ça a été long. C'était long. C'était pas plus long que les autres, mais entre le moment où j'ai terminé la première ébauche et la publication, il s'est passé au moins 1 an et demi. Et puis, à force de retravailler mon texte, je l'ai retravaillé plusieurs fois parce que j'ai reçu des commentaires de plusieurs personnes. Je l'ai enfin envoyé par l'entremise d'une amie à Toronto. Et puis là, c'était un des plus grands jours de ma vie quand j'ai reçu le courriel de mon éditeur à Toronto. Donc, c'était un grand jour. Après avoir mis tant d'efforts et tant de travail et d'heures dans ça, c'était un grand moment pour moi. Et t'écris en anglais tes livres? Oui, mes romans sont écrits en anglais. Parce que quand je suis rentrée des États-Unis, ça faisait 11 ans que je travaillais dans un milieu anglophone. J'avais travaillé à Toronto et à New York. Et donc, pour raconter l'histoire qui était un peu autobiographique, c'était plus facile pour moi de le faire en anglais. Et puis, comme c'est une trilogie que je fais, c'est une série, je continue dans la même veine. Par contre, j'écris en français aussi. J'ai un blog sur le site du magazine Clin d'œil et puis j'ai un carnet d'adresses qui va sortir très bientôt en français. Et je voulais aussi vérifier avec toi, il y a une grande ressemblance, tu parles d'autobiographie entre toi et Catherine Lambert.
Oui, ben je veux pas tomber dans l'autofiction parce que Catherine, ce n'est pas moi. En même temps, je pense qu'il y a des points de ressemblance. L'histoire de la voyante. Oui, l'histoire de la voyante, entre autres. Elle aime la mode, elle aime des trucs vintage. Elle est assez curieuse, assez fonceuse, déterminée. Je pense que c'est des caractéristiques qui me rejoignent bien. Mais il y a des choses aussi qui sont inspirées de la fiction. Alors, il faut pas non plus penser que tout est moi. Mais il y a quand même une ressemblance. Oui, une petite ressemblance, oui. Et en avril dernier, il y a le deuxième qui est sorti, J'adore Paris. Oui. Est-ce que tu as habité à Paris? J'ai loué un appartement là-bas. Je voulais bien rendre la ville. C'est important pour moi parce que New York, ça avait été facile. J'ai habité pendant 6 ans. Je voulais que les gens sentent que je connaissais bien Paris. J'ai la chance d'avoir une belle-mère qui habite là-bas. Donc, j'y vais régulièrement. Mais pour écrire ce roman-là, j'ai loué un appartement. Je voulais vraiment vivre comme une Parisienne, aller faire mes courses le matin comme les Parisiens. Donc, c'était très agréable et très inspirant. Et si tu avais à choisir entre Paris et New York? Ouf! Quel choix! Je dirais que j'ai passé beaucoup de temps à New York, donc j'ai l'impression d'avoir fait le tour. C'est sûr que c'est une ville qui est continuellement en mouvement et elle n'est plus la même qu'elle l'était il y a 6 ans. Donc, je pense que j'ai encore des choses à découvrir à Paris. C'est difficile de faire un choix. Les deux villes sont complètement différentes. Je pense que je le mentionne d'ailleurs dans mon livre. New York, c'est une énergie très masculine. Il y a beaucoup d'ambition. L'architecture, elle est très masculine. Tandis que Paris, pour moi, c'est très féminin. Et c'est sûr que j'ai l'impression que quand on se balade dans Paris, tout est beau. Alors, c'est une ville qui est magnifique. Et pourquoi avoir choisi une héroïne qui est française plutôt que québécoise ou canadienne? C'est une bonne question. J'ai commencé à écrire ce livre-là dans ma tête quand j'étais à New York et je voulais vraiment... il y a 2 raisons. Je voulais pas que ce soit justement de l'autofiction, qu'on dise « c'est l'histoire d'Isabelle ». Je voulais me distancer de ça. Puis je voulais faire vraiment une trilogie très internationale. Donc, c'est pour ça que le personnage est français. Et je voudrais aussi vérifier avec toi par rapport aux tabous qu'on traite dans les livres. Dans le premier, on parle beaucoup des minorités, du lien de la femme dans certains milieux. Dans le deuxième, on parle justement du domaine de la mode avec les mannequins. Est-ce que c'est un besoin pour toi de parler de tabous? Oui. Je voulais créer une lecture légère, mais qui avait des messages sérieux, parce que c'est un peu ça reflète ma personnalité. J'aime les choses agréables, mais en même temps, il y a un fond. Et puis pour moi, c'est important de faire de la recherche. J'aime que les gens apprennent des choses en lisant mes livres. Ça, c'est très important pour moi, parce que moi, quand je lis, j'aime lire des livres où j'apprends des choses également. C'est pour ouvrir les yeux aussi aux gens. Je pense que dans le milieu dans le premier livre, je parle du milieu dont je connais, le milieu des avocats. Et justement, je pense qu'il y a encore du chemin à faire pour les femmes de haut niveau. Je parle bien de niveau des cadres. C'est encore un milieu qui est assez dominé par des hommes. Et pour moi, c'est important de parler de ces choses-là, le manque peut-être de visibilité des minorités dans certains cabinets également. Donc, c'est pour montrer l'envers de la médaille. C'est la même chose pour le milieu de la mode. On a tendance à trouver ça beau quand on regarde les magazines, des belles personnes habillées avec des beaux vêtements, mais il y a un côté, il y a l'envers de la médaille également dans ce milieu-là. C'est pas toujours rose, c'est pas toujours reluisant non plus. Alors, c'est important pour moi aussi de montrer le côté un peu négatif. Et les gens qui ont lu ton livre, qui ont travaillé avec toi dans le domaine du droit, est-ce qu'ils ont bien accueilli ça? Oui, ils ont trouvé ça drôle. Je pense que c'est des vérités que tout le monde connaît. On a juste à regarder la télévision. Il y a plein d'émissions qui prennent place dans les cabinets d'avocats. Donc, je pense que j'apprends rien à personne. En même temps, je pense qu'ils ont rigolé. Ils ont rigolé. Est-ce qu'ils ont rigolé noir? Ah ben là, c'est à eux de le dire. Et dans le deuxième, on parle beaucoup, Catherine va aller aider une entreprise d'IAR à trouver les faussaires des copies. Est-ce que ça a été difficile de traiter de ce sujet-là? Moi, je savais pas à quel point ça pouvait être dangereux pour une avocate qui travaillait dans ce milieu-là. J'ai eu la chance de rencontrer 2 personnes qui font ça à temps plein, en fait. Une avocate à New York qui passe ses journées justement avec une veste anti-balles. Elle se promène avec la police new-yorkaise. Elle fait des saisies dans le quartier chinois ou dans le quartier où ils vendent des faux sacs. Donc, c'est sa vie.
Et j'ai été très inspirée par ce qu'elle faisait. Une autre personne aussi à Paris qui est dans le même domaine. Donc, c'est pas inventé comme ça, là. Ça existe vraiment des gens qui ont été menacés. Leur vie a été menacée, qui ont eu des gardes du corps à un moment donné parce qu'ils recevaient justement des menaces anonymes. Et puis, on parle du crime organisé. Alors, c'est sûr que les gens sont pas contents quand on saisit leurs marchandises. C'est important aussi pour moi de montrer cet aspect-là que moi, on l'a tous fait. En tout cas, moi, je l'ai fait. J'ai déjà acheté un faux sac et puis on se rend pas compte des conséquences de ça, de ce qu'on finance et aussi l'exploitation des jeunes enfants qui sont derrière ça aussi. C'est des jeunes enfants qui sont dans des conditions atroces dans des pays en voie de développement qui font ces sacs-là pour que nous, on puisse se pavaner avec un sac qui représente une marque, mais qui n'est même pas le vrai sac. Alors, c'était pour faire réfléchir. Ben, ça m'a fait réfléchir, moi, Isabelle. Et si tu me permets, on va aller en musique et on se reparle dans les prochains instants.